De loin, il ressemble à des villes normales. Tours modernes, grandes rues, milliers de maisons. Mais lorsque vous vous approchez, vous découvrez le silence. Il n'y a pas de lumière dans les fenêtres ou de marche sur les trottoirs. Seules les structures vides, arrêtées au fil du temps. Des endroits qui ont promis un avenir, aujourd'hui, ne gardent que des échos d'oubli. Les villes construites pour des millions, ce qui n'a jamais connu la vie. Les rêves urbains qui se sont effondrés avant de commencer. Ce qui devrait être un conte de fées de luxe s'est terminé comme une ville de châteaux vides. En 2014, le groupe Saro a commencé la construction de plus de 700 mini-palais en pierre à Mudurnu, une ville tranquille entre Istanbul et Ankara. Chaque résidence a été conçue dans le style d'un château français, avec des tours pointues et une esthétique digne de royauté. Les prix variaient entre 370 000 et 530 000 $ par unité, avec des acheteurs riches du Moyen-Orient comme objectif principal. Le projet était ambitieux, un centre commercial, des bains thermiques, même un cinéma, tous nourris par les sources chaudes de la région, qui poussent à plus de 65 degrés Celsius. Chaque maison aurait son propre bain privé avec ses eaux naturelles. Mais pour 2018, seulement la moitié des propriétés avaient été vendues. L'économie s'est effondrée, les prix du pétrole ont chuté et les investisseurs ont disparu. La société a accumulé une dette de plus de 27 millions de $ et s'est terminée par la faillite. Aujourd'hui, Burj Al Baba est un rêve gelé dans le temps. Des centaines de châteaux sans vie, verrouillés après les bars, restent intacts mais vides. Les habitants locaux n'ont jamais approuvé le projet et les écologistes ont critiqué l'abattage des arbres pour le construire. Cependant, il est toujours là, un paysage fantastique inachevé qui persiste au milieu du champ turc, comme un souvenir de ce qu'il pourrait être et jamais. Ordo était un rêve excessif qui s'est écrasé avec la réalité. Pendant la montée du charbon au début de la 2000, le district de Kangbashi de l'intérieur de la Mongolie a été conçu comme le joyau de l'expansion moderne de la Chine. Le gouvernement a investi des milliards pour soulever une ville futuriste conçue pour plus d'1 million de personnes, a prolongé plus de 330 km². Des avenues, des gratte-ciel et des stades ont été construits. Mais pour 2009, la plupart des bâtiments étaient vides. La presse internationale l'a rapidement appelé The Ghost City, surtout après un rapport dans lequel la journaliste Melissa Chan a traversé les quartiers silencieux, habités davantage par les chiens de rue que par les gens. Certains ont défendu le projet. L'auteur Wade Shepard l'a appelé un travail en cours et avait raison. Pour 2017, la population a dépassé 150 000 habitants. Cependant, cette croissance avait un prix. De nombreux résidents ont été déplacés pour forcer. La qualité de l'infrastructure a été remise en question. Et certains bâtiments ont présenté des fissures quelques années seulement après la construction. Aujourd'hui, Kangbashi vit, en partie. Il a un musée, une bibliothèque et une population qui se développent lentement. Mais c'est toujours une ville qui a essayé de courir avant d'apprendre à marcher. Beaucoup de luminosité, petite âme. Pripyat, Ukraine. Il n'a pas été abandonné par une crise économique, mais par une catastrophe. Construit dans les années 70 pour abriter les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Pripyat était une ville modèle soviétique. Près de 50 000 personnes y vivaient, principalement de jeunes familles. Il avait tout, les écoles, les hôpitaux, les magasins, les cinémas et même un parc d'attractions avec une roue de fortune qui allait être inauguré le 1er mai 1986. Mais le 26 avril, le réacteur 4 a explosé. La pire catastrophe nucléaire de l'histoire ne s'est produite que de 3 km. Au début, personne n'a rien dit. L'évacuation a commencé 36 heures plus tard. Les bus sont arrivés. Les familles pensaient qu'elles reviendraient dans quelques jours. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, Pripyat est une ville arrêtée à temps. Il y a encore des tableaux noirs avec des leçons écrites. Jouets jetés sur le sol. La nature a pris tous les coins, grimpant par les fenêtres, dévorant des murs. Ce n'est pas seulement une ville fantôme.
C'est une capsule temporelle. Avec la montée du tourisme sombre et la série inspirée par le Tchernobyl, Pripyat est devenu un symbole. Non seulement d'abandon, mais à quelle vitesse tout peut être changé. Krak, Italie. Certains endroits disparaissent petit à petit. Krak, dans le sud de l'Italie, il s'est effondré de centimètre au centimètre. Fondée avant le XIe siècle, cette ville perchée au sommet d'une colline a été élevée à 400 mètres au-dessus de la vallée, protégée par des falaises et couronnée par des palais nobles. Au XIVe siècle, j'avais déjà des universités. Les châteaux se sont transformés en prisons et en maisons qui passaient de génération en génération. Mais la nature ne pardonne pas. Une peste en 1656 a tué des centaines. Au XIXe siècle, l'agriculture a échoué et plus d'1 millier de personnes ont émigré en Amérique. Ensuite, les glissements de terrain sont arrivés. En 1963, une défaillance de l'infrastructure a provoqué le déplacement du sol. Le terrain de football a disparu, comme le mur de soutènement que les catastrophes devraient éviter. En 1980, après une inondation et un tremblement de terre, les crates ont été définitivement abandonnés. Mais il n'a jamais été oublié. Aujourd'hui est célèbre pour une autre raison, sa présence au cinéma. De la Passion du Christ au Quantum de réconfort, c'est une ville fantôme avec des prêts à Hollywood. Et les légendes sont toujours, comme le reliquari de San Vincenzo, qui a soi-disant chuchoté « Ramenez-moi à la maison et donnez-moi de la musique ». Chaque année, la musique résonne toujours en Krak en son honneur. Calico situé en Californie, États-Unis. Calico doit son nom aux rochers multicolores du désert de Mojave. En 1881, la découverte en argent a déclenché une vraie fièvre minière. Plus de 500 mines ont été ouvertes et, en seulement 12 ans, plus de 20 millions de dollars ont été extraits en argent. À son apogée, Calico était une ville dynamique. Il avait des chambres, des hôtels, des bouchers, un district scolaire et même son propre journal. Mais en 1896, le prix de l'argent s'est effondré. Pour le début du XXe siècle, la ville était presque vide. Puis Walter Knott est apparu, le fondateur du Knott's-Berry Farm Park. En 1951, il a acheté Calico et l'a restauré soigneusement, sur la base de vieilles photographies et des souvenirs des résidents. En 1966, il l'a donné au comté de San Bernardino. Aujourd'hui, Calico est un parc régional, Half Living Museum, Half Theme Park. Une ville fantôme s'est transformée en attraction, où les touristes voyagent les mêmes trottoirs en bois que les mineurs ont autrefois mis les pieds. Vous pouvez toujours visiter la mine Silver King, où tout a commencé. Calico n'a pas disparu. Il a simplement changé son costume. Table Green, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis, est un parc national connu pour ses impressionnantes ruines de logements dans les falaises, construites par les villages ancestraux, également connus sous le nom d'Anasazi. Ce parc a été créé en 1906 et couvre une superficie de plus de 52 000 acres. Les villages ancestraux ont habité la région d'environ 600 à 1300 après JC, développant une société complexe basée sur l'agriculture. Parmi les structures de table verte les plus importantes figurent Cliff Palace, la plus grande falaise, avec plus de 150 chambres et 23 kivas, salles de cérémonie, et une maison de balcon, connue pour son accès difficile, qui comprend des escaliers et des tunnels étroits. Une autre structure remarquable est Spruce Tree House, l'une des meilleures conservées, avec environ 130 chambres et 8 kivas. Les logements dans les falaises ont été principalement construits entre 1100 et 1300 après JC à l'aide de blocs de grès et de mortiers de boue. Ces structures offraient une protection contre les éléments et les attaques possibles. Les villages ancestraux ont également construit des maisons et des kivas au sommet des tables avant de se déplacer vers les falaises. Green Table est un site archéologique d'une grande importance, offrant une vision unique de la vie et de la culture des peuples ancestraux. En plus des maisons dans les falaises, le parc a de nombreuses ruines de villages et de grands gens hauts des tables. Les visiteurs peuvent explorer le parc à travers des visites guidées,
des sentiers et un musée qui présente des artefacts et fournit des informations sur l'histoire et la culture des habitants d'origine. Le parc est non seulement un site historique et culturel important, mais offre également une vue panoramique impressionnante sur le paysage environnant, avec des canons profonds et de vastes extensions de plateaux, offrant une expérience unique aux visiteurs intéressés par l'histoire, l'archéologie et la beauté naturelle. Lors d'un voyage audacieux dans la province du Sichuan, en Chine, un aventurier intrépide fait face au formidable défi de conquérir plus de 8000 étapes. Cette ascension ardue conduit à l'impressionnant bec de nuages rouges, un phénomène naturel unique, une aiguille rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette aiguille abrite deux petits temples bouddhistes, également appelés Red Cloud Pico, reliés par un pont qui atteint le ciel. Le mystère réside non seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la façon dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux à travers cette falaise verticale si raide, une réussite enveloppée dans l'énigme. Les renforts récents garantissent que les structures soutiennent les vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du bec attire les amateurs de drones, offrant des vues impressionnantes malgré les vents sinueux. Pour ceux qui évitent une escalade intense, la magnificence du temple et la nature immaculée devant lui peuvent admirer sans monter les marches difficiles. Ce temple, une fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour profiter des vues incomparables de cette création remarquable et de la nature vierge qui l'entoure. Un rappel que certaines merveilles valent le voyage, même si elles sont expérimentées vivement. Sigiriya, connue sous le nom de la Rocca del Lion, est une magnifique forteresse ancienne située dans le quartier central de Mattal au Sri Lanka. Ce site a déclaré un patrimoine mondial par l'UNESCO augmente à plus de 200 mètres au-dessus du paysage environnant et est l'un des points les plus emblématiques du pays. Sa construction remonte au 5e siècle et a été érigée sous le règne du roi Kashyapa I. La légende dit que Kashyapa, après avoir renversé son père, a cherché refuge à Sigiriya d'échapper à son demi-frère Moggallana, l'héritier légitime. Pour consolider son pouvoir et créer une forteresse, Kashyapa a transformé Sigiriya en une ville fortifiée. Le site comprend la Roche du Lion, où les palais royaux ont été établis. Sur le dessus, il y a des restes de structures réelles, de zones de stockage et de jardins complexes. Sigiriya est également célèbre pour ses jardins aquatiques, ses jardins sur les terrasses et les jardins rocheux, conçus pour obtenir l'harmonie entre la nature et l'art humain. L'une de ses caractéristiques les plus notables est la fresque connue sous le nom de Sigiriya Maidens, qui représente des femmes élégantes ornées de bijoux élaborés. Ces peintures exquises ont perdu de manière significative pendant plus de 1500 ans, conservant leurs couleurs vives et leurs détails complexes. Après que le roi Kashyapa ait quitté Sigiriya, l'endroit a continué à servir de site religieux avant d'être revendiqué par la nature. Redécouvert par des explorateurs britanniques au XIXe siècle, depuis lors, il est devenu un site archéologique important qui attire des visiteurs du monde entier pour admirer leur beauté et leur signification historique. Palenque, au Mexique, est un site archéologique exceptionnel de la civilisation maya, situé dans l'état des Chiapas. Il est célèbre pour ses structures impressionnantes et son importance historique et culturelle. Fondé vers le IIIe siècle après J.C., Palenque a atteint son apogée entre les siècles 7 et 8 après J.C., étant l'un des centres urbains les plus importants de la région maya. Le site de Palenque se caractérise par ses magnifiques temples, palais et pyramides, construits avec une architecture distinctive qui combine des reliefs élaborés, des colonnes sculptées et des systèmes de drainage avancés. Parmi ces structures les plus emblématiques se trouve le temple des inscriptions, qui abrite le tombeau du roi Pakal, l'une des vraies tombes les plus riches découvertes en Mésoamérique. En plus de son architecture monumentale, Palenque est connu pour ses inscriptions hiéroglyphiques, qui fournissent des informations précieuses sur l'histoire, la politique et les croyances religieuses des anciens Mayas. Ces inscriptions ont permis aux archéologues et à l'épigraphiste de démêler les détails sur les dirigeants, leurs conquêtes et leurs cérémonies rituelles. Palenque reste le sujet de l'étude et de la recherche, révélant continuellement de nouvelles découvertes qui enrichissent notre compréhension de la civilisation maya.
Sa beauté architecturale et son héritage culturel en font l'une des destinations archéologiques les plus fascinantes du Mexique et du monde. Hallgrímskirkja est sans aucun doute l'un des points de référence les plus reconnaissables de Reykjavik. Avec 74,5 mètres de haut, c'est la plus grande église d'Islande et l'un des bâtiments les plus élevés du pays. Vous pouvez donc le voir de n'importe où dans la ville. Que vous marchiez dans les rues de Reykjavik ou que vous voyiez de l'aéroport, il se démarque comme une fusée en pierre géante qui monte principalement autour de lui. L'église est dédiée à Hallgrímur Pétursson, un poète célèbre et clergé insulaire du XVIIe siècle, connu pour avoir écrit les hymnes de la Passion. Cependant, sa conception est arrivée des siècles plus tard, en 1937, lorsque l'architecte d'État d'Islande, Guðjón Samúelsson, a conçu quelque chose de complètement différent des églises européennes traditionnelles. La construction a commencé en 1945, mais en raison de l'extrême climat de l'Islande et de l'ampleur du projet, il a fallu plus de 40 ans pour le terminer. Il n'a pas été officiellement achevé avant 1986, incroyablement longtemps, mais le résultat final en valait la peine. Ce qui rend Hallgrímskirkja si spécial, c'est sa conception. Au lieu d'être inspiré par les cathédrales traditionnelles, Samúelsson a pris comme référence le paysage naturel de l'Islande, en particulier les colonnes basaltiques qui se forment lorsque la lave se refroidit. Si vous avez déjà vu la cascade de Svartifo, vous remarquerez immédiatement la similitude. L'église semble avoir été sculptée directement à partir d'un flux de lave, avec une structure incurvée et massive qui monte dans le ciel, comme si la même nature l'avait construite. Il est audacieux, dramatique et complètement unique, ce qui le fait ressortir non seulement en Islande, mais dans le monde entier. En entrant, vous remarquerez qu'il est beaucoup plus minimaliste que de nombreuses églises européennes. Il n'y a pas de vitraux élaborés ou de statues couvertes d'or, seulement des lignes épurées, un espace ouvert et une atmosphère paisible. Mais il y a une caractéristique vraiment impressionnante, l'organe de tube. Construite par l'organe allemande Johannes Klee, cet instrument géant mesure 15 mètres de haut, pèse 25 tonnes et a plus de 5000 tubes. Il peut passer d'un son doux et délicat à un véritable tremblement de terre sonore, ce qui explique pourquoi l'église est non seulement utilisée pour les services religieux, mais aussi pour les concerts. Si jamais vous avez l'occasion d'écouter l'orgue en action, ce sera une expérience que vous n'oublierez pas. Le monastère du chômage de Taksang, mieux connu sous le nom de Tigre-Nest, est l'un des sites bouddhistes les plus impressionnants et vénérés de Bhoutan. Il est considérablement situé dans une falaise dans la haute vallée du chômage, à environ 3100 mètres d'altitude, et offre une vue impressionnante sur les montagnes et les forêts environnantes. Seul son emplacement le fait parcourir une légende, et comme elle en résulte, c'est exactement ce que c'est. Les origines du nid du tigre remontent au 7e siècle, lorsque Guru Padmasambhava, également connu sous le nom de Guru Rinpoché, s'est soi-disant volé vers ce même endroit monté sur une tigresse. Mais ce n'était pas un voyage. On croyait que Tigre était un disciple transformé de lui. Une fois arrivé, il a médité dans une grotte pendant ce qui pourrait être la durée la plus spécifique de l'histoire. 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures. Pendant ce temps, il a soumis des dieux et des esprits locaux, les tournant vers le bouddhisme. Pendant des siècles, le site était un lieu de pèlerinage et de méditation, mais ce n'est qu'en 1692 qui est devenu le grand monastère que nous voyons aujourd'hui. Gyals Tenzin Rabji, le 4e drug de Si, a décidé de construire un monastère autour de la grotte de méditation d'origine. Ce n'était pas une structure simple, c'était une merveille architecturale. Le bâtiment semble s'accrocher au visage rocheux, comme s'il faisait partie de la montagne elle-même. Le complexe du monastère se compose de 4 temples principaux et de plusieurs résidences plus petites, toutes reliées par des escaliers sculptés directement dans la roche. L'endroit entier est conçu pour se mélanger parfaitement avec son environnement, créant l'illusion qu'elle poussait naturellement à partir des falaises. Les balcons s'étendent sur le bord, offrant aux visiteurs une vue panoramique de la vallée au chômage. C'est l'un de ces endroits où chaque étape ressemble à un mélange d'étonnement et de vertige. Des brumes de Bhoutan au cœur vibrant de l'Inde, les espaces sacrés se présentent de toutes formes et tailles.
l'Ur-Ziggurat est l'un des restes les plus impressionnants de l'ancienne Mésopotamie. Ce temple massif de plusieurs niveaux est proche des Ninives actuelles, en Irak, depuis plus de 4000 ans. Il a été construit au XXIe siècle avenu. À cette époque, Ur était l'une des villes les plus puissantes, et Ziggurat n'était pas seulement un temple, mais un échantillon de pouvoir, de dévotion religieuse, d'influence politique et de compétences architecturales. Le projet a été lancé par le roi Anamu, fondateur de la 3e dynastie d'Ur, qui n'a pas vécu assez pour voir le temple fini. Son fils, Shulgi, a poursuivi le travail et a régné pendant 48 ans, transformant Vou en un pouvoir de Mésopotamie. Le Ziggurat faisait partie d'un complexe encore plus grand, plein de palais, de temples et de bâtiments administratifs. C'était l'équivalent ancien d'un horizon urbain, avec cette gigantesque structure dominant le paysage. Malgré son âge, le Ziggurat a été conçu pour durer. Son noyau était fait de briques de boue, recouvertes de briques cuites et de bitume, une substance similaire à tar qui a servi d'étanchéité, un jeu intelligent étant donné la nature imprévisible du climat mésopotamien. Le Ziggurat mesurait environ 64 mètres de long, 45 mètres de large et plus de 30 mètres de haut. Ce n'est pas un gratte-ciel moderne, mais à l'époque, c'était un exploit incroyable d'ingénierie. Pour atteindre le sommet, il y avait une grande échelle, aujourd'hui en partie reconstruite. Au sommet, il y avait un temple dédié à Nana, où les prêtres ont fait des rituels et des offrandes. Contrairement à d'autres lieux de culte, c'était un espace sacré uniquement pour l'élite, les prêtres et les dieux. Au cours des siècles, le Ziggurat a subi des dommages. Au VIe siècle avant J.C., après que Ur ait perdu son pouvoir, le roi Nabonide de l'empire néo-babylonien lui a donné un renouvellement, ajoutant plus de niveaux pour le transformer en une tour à 7 niveaux. Les dirigeants babyloniens de cette époque ont restauré des monuments anciens pour montrer leur lien avec l'histoire. En progressant aux décennies de 1920 et 1930, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a déniché une grande partie du Ziggurat et a montré qu'il s'agissait non seulement d'un bâtiment administratif, mais d'un site religieux d'une grande importance culturelle. Dans les années 80, Saddam Hussein a ordonné une reconstruction partielle, renouvelant la façade et le grand escalier dans le cadre d'une campagne pour célébrer l'ancienne histoire irakienne. Cependant, Ziggurat n'a pas échappé aux dommages modernes. Pendant la guerre du Golfe en 1991, il a subi des balles et des bombes,